Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Monique. La preuve. Ce livre s'intitule « Réchauffement climatique, le pavé dans la mare », et avant toute chose je crois nécessaire d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Depuis près de 3 décennies, la question du réchauffement climatique fait l'objet de controverses qui divisent l'opinion. S'étripent allègrement d'un côté les tenants de la thèse quasi-officielle dont le GIEC est l'évangéliste, et de l'autre les climato-sceptiques, qui contestent cette thèse ou tout au moins considèrent qu'elle n'est pas prouvée. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de cette querelle, même si je serai amené à le faire plus tard, car le point essentiel que je veux souligner dans cette introduction est que pas plus un camp que l'autre ne dispose de preuves incontestables d'être dans le vrai. Si c'était le cas du reste, il n'y aurait bien sûr pas lieu d'en discuter. Le débat, en dehors du fait qu'il a pris une dimension politique, idéologique et religieuse, n'est qu'un débat d'opinion basé sur des interprétations contestables de corrélations statistiques hasardeuses entre des données douteuses. Un exemple, l'influence du copuissance 2 dont personne ne nie qu'il soit un gaz à effet de serre. Le GIEC met en évidence la corrélation entre la courbe qui affiche la montée des températures et celle de la croissance de la teneur en copuissance 2 de l'atmosphère illustrée par la figure ci-dessous. Il interprète cette corrélation comme une loi de la nature impliquant une relation de cause à effet, et en déduit que le copuissance 2 est responsable de l'élévation de température. Les climato-sceptiques ont beau jeu de faire remarquer qu'on pourrait tout aussi bien considérer que c'est la hausse des températures qui engendre l'accroissement de la teneur en copuissance 2, non anthropique, ou que durant certaines périodes la température a stagné ou baissé tandis que la teneur en copuissance 2 augmentait, comme illustré par les barres noires de la figure, ce qui dénie la corrélation supposée. La température a baissé de presque 1 degré entre 1900 et 1910, et elle est restée pratiquement stable de 1945 à 1978 alors que le copuissance 2 croissait. D'ailleurs, le même phénomène s'est produit au cours des 20 dernières années que le GIEC a baptisé de hiatus. Le copuissance 2 a cru en flèche, mais la température n'a pas augmenté. En quoi l'opinion des climato-sceptiques serait-elle moins légitime que celle des réchauffistes ? Les interprétations s'opposent. Chacune a ses partisans, l'une est vraie, l'autre donc fausse, mais comment décider objectivement ? Quelle preuve a-t-on dans un sens ou dans l'autre ? Tout au plus des présomptions. La leçon qu'on semble avoir oubliée et qui est pourtant fondamentale, c'est qu'en aucun cas une corrélation ne saurait à elle seule constituer une preuve. Une corrélation est un indice, alimente des suspicions et oriente une hypothèse, mais elle ne saurait jamais avoir valeur probatoire. L'exemple le plus parlant qui court sur le web est l'indiscutable corrélation entre la consommation de glace et le nombre de décès dus à des attaques de requins. Sur la base de ce graphique, le GIEC, selon sa logique habituelle, ne devrait pas manquer de prévoir que le réchauffement climatique va entraîner un doublement des attaques de requins à l'horizon de 2050. Le raisonnement est incontournable. Il fera plus chaud, donc on consommera plus de glace et donc les attaques de requins seront plus nombreuses. Élémentaire Dr Watson. Revenons à mon titre, le pavé dans la mare. Pourquoi ? Parce que contrairement aux arguments jusqu'à présent exposés, je détiens et j'expose dans cet ouvrage une preuve au sens mathématique du mot, c'est-à-dire un enchaînement de déductions à partir d'axiomes ou de théorèmes précédemment démontrés avec la même rigueur. En fait, je vais même jusqu'à dire que c'est probablement la seule preuve indiscutable, irréfutable et incontournable que l'on puisse verser au dossier du réchauffement. Cette affirmation peut apparaître d'une extrême prétention. Qu'est-ce qui prouve que je ne me trompe pas ? Une preuve est irréfutable quand chacune des étapes qui conduisent à son élaboration est vérifiée. Je ne prétends pas à l'infaillibilité, et j'aurais pu me tromper. Il n'y a pas de déshonneur à se tromper. C'est arrivé même à Einstein, ce qui après tout m'aurait mis en excellente compagnie. Mais les vidéos que j'ai postées en leur temps sur YouTube ont été visionnées par des milliers de visiteurs. Je suis intervenu et j'ai recherché la contradiction sur de nombreux forums réchauffistes, et j'ai exposé mon raisonnement à des milliers de gens et à de nombreuses personnes compétentes sans me voir opposer la moindre tentative sérieuse de réfutation. J'ai récolté quelques insultes, commentaires désobligeants,
accusations d'ignorance, de parti pris, de subordination à des lobbies, etc., de la part de quelques forcenés fanatiques, mais aucune mise en question de mon raisonnement. Personne ne m'a dit « vous vous êtes trompé ici ou là ». Bien au contraire, de nombreuses personnes ont manifesté leur adhésion à mes propos, et m'en ont félicité. J'ajoute que ma démonstration fait appel à des notions de physique relativement élémentaires, compréhensibles par tout le monde, et basiques pour quiconque a l'ombre d'une formation scientifique. Mon énorme surprise en fait est que personne ne semble l'avoir exposée avant moi, alors qu'elle ne résulte que d'une approche et d'un calcul strictement orthodoxes qui n'ont rien de révolutionnaire ou même de très original. Venons-en au cœur du problème. Que vais-je donc prouver ? Pour en juger et mesurer l'impact de ma démonstration, il faut rappeler la doctrine réchauffiste, qui a acquis le statut de pensée unique et qui s'énonce en 4 points. 1. La Terre se réchauffe, sa température moyenne croît et a crû d'environ 1 degré Celsius au cours du dernier siècle. 2. Cette élévation de température aura des conséquences catastrophiques. 3. Ce réchauffement est essentiellement dû à l'effet de serre du copuissance 2 dont la teneur dans l'atmosphère augmente rapidement. 4. Cette augmentation de copuissance 2 résulte des activités humaines. Dernier point qui permet de les culpabiliser et de justifier les oppositions au développement économique, technique et scientifique sous le prétexte fallacieux de devoir sauver la planète. Je suis de ceux qui pensent que tous ces points sont discutables et visent un objectif essentiellement idéologique, mais je n'entrerai pas ici dans le détail de cette controverse et je vais limiter mon propos à apporter la preuve que l'argument numéro 3 ne tient pas, ce qui a évidemment aussi pour conséquence d'invalider le point numéro 4 qui constitue l'aboutissement ultime de la pensée écologique et la pierre angulaire du débat. Ce que je vais démontrer en effet, c'est qu'un phénomène, appelé saturation de l'effet de serre que personne ne conteste exonère le copuissance 2 de toute responsabilité dans quelque réchauffement climatique que ce soit, réel ou supposé. On peut même aller plus loin. Si nous étions dans une phase de refroidissement, il ne servirait à rien de produire du copuissance 2 dans l'espoir de se réchauffer. Bien entendu, un tel fait a pour conséquence incontournable de condamner les politiques coûteuses et inutiles, préconisées par les tenants de la thèse réchauffiste et malheureusement adoptées par la grande majorité des gouvernements. C'est le renvoi à la poubelle de toutes les belles déclarations, des COP et des accords de Paris. Cela me vaudra sans le moindre doute des volées de bois vert, et suscitera des torrents de contestation, mais c'est à mes contradicteurs de prouver que j'ai tort, et ils auront autant de mal à le démontrer qu'à démontrer que le théorème de Pythagore est erroné. Je leur lance un défi. C'est pourquoi je précise que mon propos se borne à ce que je viens d'énoncer. Démontrer que le copuissance 2 ne peut pas participer à un quelconque réchauffement, au-delà de ce qu'il fait déjà pour être précis comme je vais l'expliquer. Ceci afin de rejeter d'emblée tout argument qui sortirait de ce cadre. On va très certainement et comme d'habitude me rétorquer que je suis un ignorant avec un QI cavernicole, et me renvoyer au fameux et mensonger consensus, m'accuser d'être payé par le lobby pétrolier, ce qui m'aurait fait grand plaisir mais n'est malheureusement pas le cas, et on va me recommander d'aller écouter les prêches de l'un ou l'autre des gourous réchauffistes dont les propos constituent pour leurs fans des dogmes indiscutables. C'est pourquoi je prends la précaution de répéter que ce que je présente ici, qu'il serait exagéré d'appeler une thèse, n'est qu'une simple application de lois physiques bien connues. Elle débouche sur l'innocence du carbone. Toute critique qui sortirait de ce cadre étroit et me chercherait noise sur un autre terrain ou avec des arguments d'une autre nature, s'auto-disqualifierait d'emblée. Je ne cherche pas à prouver ici qu'il n'y aurait pas de réchauffement, ni que ses conséquences éventuelles ne seraient pas catastrophiques, même si je le pense, ni que l'activité humaine n'en est pas responsable même si cela apparaît une conséquence incontournable de mon propos. Je me limite à affirmer uniquement l'innocence du carbone, qu'avait déjà défendu avec des arguments solides, mais non irréfutables comme l'est la preuve que je vais en donner, le professeur François Gervais à qui j'emprunte cette expression. La seule certitude qui découle de cette démonstration est que s'il y a réchauffement, il faut aller chercher ailleurs un coupable autre que le carbone. Libre à chacun de démontrer que j'ai tort s'il y arrive. Qu'il cherche et trouve une erreur dans ma démonstration.
Le phénomène de la saturation de l'effet de serre du copuissance 2 dont je tire simplement les conséquences, n'est nié par personne. Il exprime que l'effet du copuissance 2 sur le réchauffement de la planète a atteint un maximum qui ne peut être dépassé quelle que soit la quantité de ce gaz ajouté à l'atmosphère. Une seule thèse à ma connaissance a tenté de prouver le contraire, et mes rares critiques m'y renvoient systématiquement. Selon cette thèse basée sur une certaine notion d'altitude d'émission, l'effet de serre serait plus subtil qu'on croit. Si cette théorie ne m'était pas systématiquement opposée, elle ne mériterait pas de figurer dans ce livre tant elle se distingue par son absurdité. C'est un empilement d'invraisemblances. J'ai consacré la seconde vidéo que j'ai placée sur YouTube à le démontrer, mais cela bien entendu n'a pas empêché mes détracteurs de la brandir de façon répétitive pour m'accuser d'ignorance. En fait, cette théorie farfelue m'a plutôt conforté qu'affligé. Ma réaction a été du genre « si c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour me contredire, c'est qu'ils paniquent ». Je précise également que cette thèse est antérieure à ma démonstration, et n'avait donc pas pour but de la contredire. L'essentiel de ce livre est consacré à la démonstration rigoureuse de l'innocence du carbone, mais pour faciliter sa compréhension et son assimilation, je déborderai du sujet, et l'enrichirai d'un certain nombre de considérations qui permettront aux lecteurs profanes de comprendre ce que sont la température, la chaleur et ses modes de transmission, l'interaction du rayonnement électromagnétique, dont font partie les infrarouges, avec la matière, et en définitive les éléments qui agissent sur la température de la planète, Effet de serre bien sûr, mais aussi le théorème que j'ai qualifié de fondamental, qui stipule que cette température ne peut varier que de deux façons, soit par variation de l'albédo, soit par variation de l'effet de serre, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'aucun phénomène interne à l'atmosphère ne peut entraîner une variation de la température de la Terre s'il n'est pas médiaté par l'une ou l'autre des conditions restrictives énoncées ci-dessus. Il faut entendre ceci en moyenne, car bien entendu des phénomènes atmosphériques passagers comme une nébulosité exceptionnelle, de grands incendies, ou une éruption volcanique dégageant des quantités importantes de poussière peuvent entraîner des variations de température transitoires, et du reste l'alternance du jour et de la nuit ou des saisons entre dans cette catégorie. La Terre réagit automatiquement pour contrecarrer ces variations accidentelles de sorte que sa température moyenne n'en est pas ou peu affectée selon l'échelle de temps considérée. Chapitre 1. Or donc nous dit-on la Terre se réchauffe. Sa température moyenne aurait augmenté de 0,6 degrés Celsius ou 1 degré Celsius en un siècle. La température, tout le monde sait ce que c'est. C'est une notion primaire. On touche un objet et on sait s'il est chaud ou froid. C'est simple et évident ? Non, pas tout à fait. Vous croyez mesurer une température, mais en fait ce que vous ressentez c'est le transfert de chaleur entre ce que vous touchez et vos doigts. La preuve ? Mettez des gants. Le flux de chaleur est ralenti par l'obstacle du tissu et l'objet que vous touchez vous paraît moins chaud ou moins froid qu'auparavant alors qu'objectivement sa température n'a pas changé. Une autre expérience facile à faire consiste à plonger une main dans de l'eau chaude et l'autre dans de l'eau froide puis toutes les deux dans de l'eau tiède qu'une main jugera froide et l'autre chaude. Ceci montre combien notre notion de température est subjective. Du reste, le toucher d'un objet extrêmement froid provoque la même sensation de brûlure que celle d'un objet très chaud. Contrairement à ce que pense un vain peuple, la notion de température est en réalité extrêmement complexe. Qu'est-ce que la température ? Quelle est sa relation avec la chaleur avec laquelle, par erreur, on l'assimile souvent ? La température, me suis-je entendu dire, est ce qu'on repère avec un thermomètre. Je veux bien. Et si je place deux thermomètres différents à l'ombre sur mon balcon, ils vont m'indiquer la même température. Mais si je les mets au soleil, ce bel accord disparaît, et les températures affichées par les deux thermomètres différeront éventuellement considérablement. Laquelle est la bonne si tant est qu'une des deux soit valable ? Alors qu'est-ce que la température ? Ce n'est pas une donnée première comme la longueur ou le temps. C'est une donnée dérivée, un peu comme la vitesse. On ne peut connaître la vitesse d'un objet qu'en mesurant la distance parcourue en un temps donné. De façon analogue, si on chauffe un corps, c'est-à-dire si on lui fournit de l'énergie qu'il absorbe,
La température se définit comme le rapport de cette quantité de chaleur à une caractéristique du corps que l'on appelle sa capacité calorifique et qui mesure en fait son aptitude à emmagasiner de l'énergie. Si vous transférez la même énergie à des volumes ou des poids identiques de briques et de plomb par exemple, la brique s'échauffera bien plus que le plomb car sa capacité calorifique est bien plus faible. Il lui faut moins de calories pour s'élever d'1 degré. En d'autres termes, la capacité calorifique définit la variation de température par calories absorbées. Donc pour connaître cette variation de température d'un objet, il faut mesurer la quantité de chaleur qu'on lui fournit et la diviser par sa capacité calorifique C, qui d'ailleurs varie elle-même avec la température, un peu comme on divise la distance parcourue par le temps pour obtenir la vitesse. Dans le cadre limité du problème de réchauffement climatique qui nous intéresse, les notions de température et de chaleur découlent largement de la théorie cinétique des gaz élaborée par le physicien autrichien Ludwig Boltzmann, 1844 à 1906. Selon cette théorie statistique, les gaz sont constitués de particules indépendantes, c'est-à-dire ne réagissant pas chimiquement ou autrement les unes sur les autres et se déplaçant dans toutes les directions de façon quelque peu erratique et à des vitesses différentes. Lorsqu'un gaz est chauffé, il absorbe de l'énergie et la vitesse de ses molécules augmente. La sensation de chaleur que nous ressentons est le résultat des collisions de ces molécules avec notre peau. Quand elles frappent un thermomètre, elles font vibrer de la même façon les composants microscopiques des matières dont il est fait, y compris l'alcool ou le mercure qu'il contient, dont le volume s'accroît en conséquence, de la même façon qu'une foule qui s'agite occupe plus de place que si tout le monde se tient immobile et serré l'un contre l'autre. Comme les thermomètres ne sont pas tous les mêmes, cette agitation dépend de leur constitution, et c'est une des raisons pour lesquelles ils indiquent des températures différentes au soleil car ils sont chauffés directement par les rayons solaires qu'ils absorbent chacun de façon spécifique, tandis qu'à l'ombre au contraire ils se mettent en équilibre thermique avec le milieu et s'accordent à indiquer sa température. En fait, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse des molécules mais l'énergie qu'elles véhiculent, et que l'on appelle énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale au produit de la masse par le carré de la vitesse, divisé par 2. C'est vrai pour une voiture par exemple tout autant que pour une molécule. Si votre voiture d'une tonne s'écrase contre un mur à 100 km/h, son énergie cinétique est 4 fois plus grande que si elle roulait à 50 km/h et c'est le mur et vous qui en subiront les conséquences. Et à vitesse égale, un camion de 20 tonnes fera 20 fois plus de dégâts. La chaleur est la somme des énergies cinétiques de toutes ces particules. L'énergie cinétique E d'une particule de masse m animée de la vitesse v s'écrit. Si l'on rapproche cette formule de celle vue plus haut. Q et E représentant la même chose, puisque tous deux sont des énergies, avec des unités différentes on peut écrire sans trop de rigueur. Ce qui montre que la température est une fonction du carré de la vitesse moyenne v des molécules du gaz. Oubliez les formules et rappelez-vous qu'elles signifient simplement que la température exprime le degré d'agitation des molécules du gaz. Pour les liquides et les corps solides, la température est l'objet de la même interprétation, les molécules vibrant au lieu de se déplacer. La différence avec la chaleur est que la chaleur correspond à la somme de toutes les énergies de toutes les molécules du volume de gaz considéré, alors que la température représente leur vitesse moyenne. Par exemple dans le vide cosmique où il y a très peu de molécules, la température peut être relativement importante comparée à l'infime chaleur contenue dans un certain volume d'espace, du fait de cette rareté des molécules. Bien, nous ne sommes pas là pour débattre réellement de cette notion de température mais je ne pouvais pas passer cette introduction sous silence car elle va me mener à un fait énorme. Une constatation largement ignorée qui va sans doute vous surprendre. Le GIEC, qui est l'oracle en la matière, prétend que la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1 degré Celsius au cours du dernier siècle. Comment arrive-t-il à ce résultat ? Tout simplement et ça paraît à première vue logique, en calculant la moyenne des températures relevées au cours du temps par les différentes stations météorologiques, dont les plus anciennes remontent à environ 160 ans. Ces données brutes relevées à des dates et des endroits différents, sont évidemment disparates et le GIEC les traitait pour les harmoniser, ce qui est légitime. Ce qui l'est moins et même pas du tout, c'est qu'il refuse de les communiquer et de dire comment il les manipule, ce qui interdit tout contrôle et toute vérification.
Admettre les chiffres auxquels il aboutit relève donc d'un acte de foi inhabituel en science. Cette attitude a évidemment alimenté à juste titre les critiques des climato-sceptiques. Mais au-delà de ce reproche déjà sérieux, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que scientifiquement cette température moyenne dont on vous dit qu'elle a augmenté d'1 degré en un siècle est une pure fiction, une notion qui n'a aucun sens. La raison en est qu'on ne peut tout bonnement pas additionner les températures, et a fortiori les diviser. C'est une hérésie mathématique. En termes scientifiques, on dit que la température est une variable intensive. Si vous prenez 1 kg de patates et que vous le divisiez en 2 parties égales, chaque partie pèsera 500 grammes. Le poids est une variable extensive. Il dépend de la quantité. Au contraire, si vous prenez 1 litre d'eau à 60 degrés et que vous le divisez... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.